Bienvenue. Alors, je te laisse la parole, mais d'abord, je vais quand même donner une petite présentation. Parce que Claude Slama, il est né en Alsace, à Casablanca, au Maroc, d'une famille de nationalité française, fusion redoutable, mais d'une très ancienne souche espagnole. L'étude... Monsieur le Président, j'ai entendu que votre ami tout à l'heure était remonté à 1233 pour le Rav dont il parlait. Le premier salama à Villa est répertorié en 1260 ans plus tard, en 93. Donc, effectivement. Installé à Villa dans et pour revenir en Israël. Hein? Alors, il a fait des études médicales à Paris, donc ancien externe et interne. L'ouverture d'un cabinet médical de médecine générale en 1970. Il fonde le centre plurimédical Spontini, rue Spontini à Paris. Organise avec un groupe de médecins la reprise de la clinique de Hyères et devient le chef du département de médecine interne et gériatrique. Il obtient en 1983 le diplôme universitaire de cancérologie générale à l'université de Paris-Nord, sous la direction du professeur Lucien Israël. Il fait son alia en 1998 avec l'ouverture à Jérusalem d'un cabinet de médecine interne axé sur la polypathologie complexe. Travail de recherche dans le cadre du Kupatrolim Meuchedet sur les chroniques fatigue syndrome et donc il travaille donc avec cette Kupatrolim pendant de nombreuses années. Il fait également de la littérature parce qu'il fait un recueil de poésie, premier prix de poésie en 1988 à Paris, donc plusieurs cordes à son arc. Un livre sur la démographie, le futur politique d'Israël devant l'équation démographique. Donc il y a quelque chose qui va peut-être nous dévoiler aujourd'hui également. Et des pièces de théâtre, une pièce de théâtre, roman de théâtre, d'ailleurs cette pièce a été jouée très récemment à Jérusalem, où donc il était l'acteur, un des acteurs principaux. 1 heure pour 10 juifs, la déclaration. Donc, pour ceux qui l'ont vu, j'ai eu des échos, j'ai pas pu assister, ont été vraiment très charmés. Il a été présenté ces 2 dernières semaines à Jérusalem et à Paris. Des travaux personnels en physique quantique, d'études de philosophie avec Benny Lévy. Donc, vous voyez que nous avons la chance d'avoir un frère qui va nous enrichir donc de ce thème qu'il a choisi ce soir. On pourrait dire le problème social en Israël, mais aussi l'inégalité sociale en Israël. Alors je te laisse la parole et merci d'être là. Merci mon cher Président. Vous m'entendez bien? Merci mon cher Jean-Marc Chaim Rosenfeld. Merci surtout d'avoir proposé ce sujet qui, ma foi, est désormais sur la place publique d'une manière de plus en plus évidente, affirmée, et qui est un grave problème de la société israélienne hier, aujourd'hui, et malheureusement, selon les statistiques, même si nous ferons, je l'espère bien, quel que soit le gouvernement, quelle que soit son obédience politique, quelle que soit son orientation, nous ferons de grands efforts. Il faudra encore 10 ans pour essayer d'améliorer les choses. 10 ans de travail, d'investissement. C'est dire la maladie qui, sous le terme décorum ne convient pas vraiment, parce que c'est une réalité, un décorum c'est quelque chose de factice. Sous les réalités qui sont les réussites aujourd'hui phénoménales
du peuple d'Israël sur sa terre retrouvée, de l'État d'Israël, du petit État d'Israël, qui, je rappelle, parce que nous sommes ici en petit nombre, j'ai entendu avec étonnement le nombre des absents considérable, mais ceux qui sont là, nous savons que dans nos traditions, le nombre ne compte pas, la quantité ne compte pas, mais la qualité compte, et ceux qui sont là sont d'une grande qualité. Alors, par YouTube, nous essaierons de propulser cette conférence assez loin. Et de quoi s'agit-il? Le titre, c'est « Ce sont les problèmes sociaux en Israël ». Et j'ai fait ajouter « Injustice », point d'interrogation. C'est assez difficile comme question. La première chose, c'est de dire est-ce qu'il y a une légitimité... Je dois me lever ou pas? Non, ça va, je peux rester assis. Est-ce qu'il y a une légitimité à la question? Est-ce que la question est légitime? C'est difficile. Parce que peut-on parler du social sans parler du politique? Il ne s'agit pas d'une religion politique, il ne s'agit pas de parler pour un parti. Le social, c'est une composante de la société israélienne qui va s'affronter à chaque parti, à chaque obédience, à chaque dirigeant, à chaque Premier ministre. Et donc, nous attendons du gouvernement, quelle que soit son orientation, des solutions de ces problèmes récurrents dans la société depuis fort longtemps qui n'ont pas encore trouvé de solution. Alors, parler du social en soi, en dehors du politique, je viens de dire oui. La question est-elle légitime? Peut-elle être posée? Pourquoi cette question pourrait-elle ne pas être posée? Parce que nous sommes tous ici venus par amour d'Israël. Nous sommes tous ici venus parce que nous estimons que c'est un rêve millénaire qui s'est accompli, parce que nous avons une image idéale d'Israël, parce que nous aimons le peuple d'Israël, la Torah d'Israël, la terre d'Israël. Et donc, venir un peu ternir cette image est désagréable. Et on hésite, et on réfléchit. Maintenant, l'argument contraire, c'est de dire, oui, mais bien sûr que dans tous les systèmes, dans toutes les dynamiques, il y a un élan, il y a une force vitale qui va de l'avant, et Dieu sait si elle est présente là en Israël, ce petit pays qui, dit-on, a la deuxième maintenant aviation du monde, qui réussit dans les domaines technologiques, dans la médecine, dans les domaines scientifiques, des prouesses remarquables presque quotidiennes, qui est le troisième pays au monde, bien devant la France, sur le plan des réussites technologiques, de l'avancée, de la pensée technologique. Mais est-ce être contre Israël de dire, attendez, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et ces choses, en les disant, en les corrigeant, est-ce qu'on ternit l'image d'Israël ou est-ce qu'on améliore Israël? Eh bien, je maintiens ce soir, et je suis là pour ça, pour vous dire, il faut le faire. On ne couvre pas d'un manteau noir les souffrances, on les examine, on les regarde et on résout, si l'on peut, en tout cas du mieux que l'on peut, les problèmes. Alors, il y a un raisonnement aussi connu, c'est de dire, et ça, nos voisins, les arabo-musulmans, ne sont pas privés de l'accomplir. Le raisonnement, c'est de dire, les dissidents chez eux, il y en a, les défenseurs des droits de l'homme, il y en a, ternissent l'image de la Syrie, de l'Égypte. Alors on les met en prison. En Turquie, c'est le pays où il y a le plus grand nombre de journalistes enfermés pour des articles où ils ont critiqué un aspect de la société. Ils vont en prison. Et sur la pointe des pieds, si l'on va plus loin, au siècle dernier, j'aimerais le dire aussi, parce qu'on l'oublie souvent, l'affaire Dreyfus, que nous connaissons tous pour cet affrontement Dreyfusard, anti-Dreyfusard, juif, antisémite, ça n'était pas que ça. C'était aussi un débat éthique, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui disaient « Bien sûr, nous savons qu'il est innocent, ce Dreyfus,
Mais vous allez ternir l'image de l'armée française qui est devant l'Allemagne. Et ça, vous n'avez pas le droit. Et donc, laissons tomber cet innocent pour que l'armée reste respectée. Eh bien, voilà un discours, entre guillemets, philosophique, qui ne peut pas être celui du peuple juif. Notre tradition juive, prophétique, de la Torah, l'enseignement de nos maîtres nous disent non, même tout seul tu dois te dresser pour dire non, ça je n'accepte pas. Alors les données chiffrées, soyons concrets. Bien sûr, comme le disait un économiste israélien connu, Richard Sidbon, bien sûr, nous ne sommes pas en Afrique. Il y a des normes, les pays du tiers-monde ne sont pas là. Israël est maintenant dans l'OCDE, 34 pays, les plus grandes puissances internationales sur le plan économique, mais aussi des petits pays comme l'Estonie, le Chili, le Mexique est un grand pays mais pauvre, etc. Donc nous sommes dans l'OCDE désormais depuis 2010, et donc nous sommes confrontés chaque année à des statistiques dans tous les domaines. Et les Israéliens qui ont tendance à se jeter des fleurs facilement et à se trouver les meilleurs de tout, bon, ils sont confrontés à des chiffres qui leur disent « Attendez, mais là, ça ne va pas, dans l'éducation ou ailleurs. » Et c'est très bénéfique parce qu'on crée des lois et on corrige. Donc tout ça est bénéfique. Alors, la définition d'une personne pauvre en Israël, c'est moins de 2989 shekels par mois. Voilà. Une personne qui est qualifiée en dessous du seuil de pauvreté, 2989 shekels par mois. Un couple, moins de 4783 shekels par mois. Une famille avec 5 enfants, moins de 9000 shekels par mois. Ce sont des chiffres qui ont été calculés par plusieurs organismes, sur plusieurs critères, et il y a un consensus général sur ces chiffres. Mais il y a une chose que l'on doit savoir, et je répéterai peut-être tout à l'heure, c'est que malheureusement, si l'on voit une ascension phénoménale des salaires dans le high-tech, des dirigeants d'entreprises publiques qui gagnent, et c'est même un peu presque inacceptable, sinon totalement inacceptable, qui gagnent des sommes phénoménales. Moi, je me rappelle de directeur de notre Coupatrolim Meochedet qui gagnait 150 000 shekels par mois. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il disait, la réponse était, il a des responsabilités importantes. Mais gagner plus que le Premier ministre, beaucoup plus que le président de l'État, qui ont quand même des responsabilités importantes, ça paraît bizarre. Et ce sont des entreprises publiques ou semi-privées. Alors, la moitié de la population d'Israël vit avec moins de 5 000 shekels par mois. La moitié. Enfant ou pas, couple ou pas, célibataire ou pas. Alors, l'association La Tête. Il y a une association fondée par le neveu de notre ami, un ami d'Armand, un homme brillant, un économiste qui a fondé La Tête il y a quelques années, qui rend des services phénoménaux, qui distribue la nourriture, qui a des accords, qui fait des choses merveilleuses. Alors, son directeur opérationnel, Eran Weintraub, il a sorti un article qui a fait sensation, qu'on a trouvé exagéré. Il a dit, il y a 2,5 millions de pauvres en Israël, dont 930 000 enfants qui dorment souvent sans manger. Alors, il s'est fondé sur les statistiques de son entreprise, de La Tête et d'autres. Il a été contesté. Alors, j'ai regardé les statistiques de l'UNICEF. L'UNICEF, c'est les enfants dans le monde entier. Pour eux, en 2013, fin 2013, donc en 2014, ils ont sorti leurs chiffres. Ils disent qu'en Israël, le taux de pauvreté est énorme, 35,6%, et ils nous placent après les quatrièmes parmi les pires, à savoir après la Grèce, qui a connu cette fameuse crise que vous connaissez, après l'Espagne, très grave crise économique, donc c'est logique qu'ils aient des problèmes, après l'Estonie, et c'est Israël. Alors là, je voudrais introduire une notion que j'ai trouvée, moi, benoîtement, mais je pense que si on fouille dans les livres de sociologie
on trouvera la même notion tellement elle est évidente, c'est le seuil de tolérance. Parce que on peut admettre que tous les pays ont des problèmes d'évolution. On sait bien qu'on n'est pas à l'âge messianique et que ce soit la France ou le Chili ou le Mexique ou les États-Unis, il y a des pauvres et que c'est normal et que c'est une donnée du temps et qu'on espère même que ça s'améliore avec le temps. Mais il y a un seuil de tolérance. Et ce seuil de tolérance, cette notion que je voudrais introduire, c'est qu'il y a une limite à l'acceptable avant d'entrer dans l'inacceptable. Et c'est quoi cette limite? Vous entendez, je veux dire, un truc trivial de médecin. Vous entendez un enfant crier chez le voisin. Bon, ben, ça dérange. Je vous raconte ça parce que quelqu'un, une amie très chère que tout le monde connaît ici, professeur Bar-Ilan, m'a raconté ça. Vous entendez crier, hurler cet enfant la nuit. Vous interrogez. Vous l'entendez crier jour et nuit. Vous appelez les services sociaux, la police, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un seuil social, relationnel, d'inacceptabilité de certains phénomènes. Alors, je crois qu'en l'occurrence, quand on examine les statistiques, nous sommes arrivés, c'est pour ça que j'interviens, à modeste échelle et d'autres, nous sommes arrivés à un seuil où nous ne pouvons plus accepter. Il y a une limite. Et même le destin d'Israël, au niveau de l'éducation des enfants, du devenir, des troubles psychologiques, des problèmes sociaux, de la criminologie, est en danger. L'armée même d'Israël est fondée sur le peuple d'Israël, le peuple juif. Nous devons donc corriger les inégalités, au moins en partie. Et je vous ai dit tout à l'heure, les experts disent, avec beaucoup d'efforts, qu'il faudra 10 ans. L'OCDE, nous sommes faisant partie des 34 pays de l'OCDE. L'OCDE a sorti ces chiffres. Un Israélien sur 5 est très pauvre. Un enfant sur 3 est très pauvre. Le taux de pauvreté est monté. Là, ils sont assez gentils, ils sont plus gentils que la tête. Le taux de pauvreté est monté en 95 de 13,8% à 21%. Ça dépend de leur calcul de taux, etc. Tout ça est... Mais bon, la dynamique, c'est que ça ne s'améliore pas, ça augmente régulièrement. Les écarts de revenus entre les riches et les pauvres, Israël, 5e position des plus mauvais du monde. Il y a d'abord le Chili, le Mexique, la Turquie, nous ne sommes pas flattés d'être avec tous ces gens-là. Il y a les États-Unis, et on sait qu'aux États-Unis, il y a des gens milliardaires, des millionnaires, et puis il y a des gens qui dorment dans les rues. Hein, ça. Et puis il y a Israël. Alors il y a quelqu'un de très bien, puisqu'il a été directeur longtemps de l'hôpital Hadassah, avec un magnifique parcours, le Shlomo Mor Youssef, le professeur Shlomo Mor Youssef, est devenu le directeur de l'Institut Bitoach Leumi, Institut national d'assurance israélien. Et il a remarqué, il a montré que la faible diminution des allocations familiales décidées par Lapid, ou par d'autres, et moi m'échappe, mais je crois que c'est Lapid, enfin peu importe, mais enfin la diminution récente, il y a un an ou deux, des allocations familiales a fait plonger 40 000 familles de plus dans la pauvreté. Ça veut dire que les gens sont tellement comme ça, sur la pointe d'une aiguille, qu'il suffit d'un petit coup pour les faire trébucher et tomber. Alors, on dit à la tête ou à d'autres, qu'est-ce que vous proposez? Ben, la tête nous dit, Seventraub et d'autres, et Darmon. Ils nous disent d'abord, c'est une très grave menace, ce que je viens de dire pour la société israélienne. Il faut poser, je crois qu'ils ont raison, et d'autres le disent, il faut placer la pauvreté en objectif central. Il ne faut pas que ça soit un peu ci, un peu ça, tel ministère. Non, il faut une organisation étatique destinée à combattre énergiquement, interministérielle, à combattre la pauvreté, les problèmes sociaux. Et alors, il y a une organisation qui s'appelle la Banque mondiale, qui a fait des statistiques, qui a placé aussi Israël très, très, très en bas dans l'échelle. Et puis il y a aussi le PNUD,
c'est le programme des développements des Nations Unies, PNUD, programme United Nations Development. Et donc, pareil, pour eux, il y a en Israël presque 1,8 million de familles très pauvres. Alors, le gouvernement, le dernier gouvernement, qui est toujours là en place jusqu'aux élections, a décidé une très bonne chose. Il a nommé la commission de Eli Elalouf. Eli Elalouf, c'est un nommé éminent. C'est un francophone. C'est plaisir. Et il a obtenu le prix d'Israël. Ce n'est pas rien, le prix d'Israël. C'est quelque chose de grandiose. Pour toute son œuvre sur le plan social, sa vie. Un homme d'un certain âge. Et Eli Elalouf, il a fait des choses très bien. Il a réuni des professeurs d'université, des économistes, des banquiers, des industriels. Je crois qu'ils étaient 70. C'est pas rien. C'est une commission énorme qui a travaillé 7 mois. Donc ça n'est pas une petite commission dans un coin de la Knesset. Des experts. Et ils sont arrivés à des conclusions très claires. 60 milliards de shekels en 10 ans. Voilà ce qu'il faut pour sortir 1 million d'Israéliens de la pauvreté et de les amener à une vie correcte, normale, avec des enfants joyeux, en bon état, qui seront les futurs citoyens d'Israël. 60 milliards de shekels, ce qui veut dire 1,5 milliard, 7,8 milliards de shekels par an. Ça veut dire entre 7 et 8 milliards de shekels par an. En euros, à l'époque, le change, 1,8 milliard d'euros. Voilà ce qu'il faut pour faire cet immense travail. Et je vous passe les détails de leur zone de tir, pardonnez-moi, entre guillemets, à savoir, mais tout de même, je cite, les retraités qui ne vivent que du minimum vieillesse, les allocataires du revenu minimum, ils ont un revenu minimum fixé par l'État, c'est tout. Et puis les bas salaires, parce qu'on oublie, quand on vous dit qu'en Israël, il y a le plein emploi pratiquement, il y a peut-être depuis longtemps, 5 ou 6%, on oublie de vous dire quelque chose de très important. Le son passe bien. Quelque chose de très important. Je l'ai vécu moi-même. J'étais profession libérale, j'avais mon cabinet, mais j'ai été employé par la Meouchedet. Et au bout d'un an, on m'a dit, mais vous savez, vous n'êtes pas salarié. Vous êtes payé à l'heure. J'ai dit, ah bon, ça change quelque chose? Ben oui. Parce qu'il n'y a plus de retraite, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, il n'y a plus d'avantages, il n'y a plus de... Ah bon? On m'a dit, mais vu le travail que vous avez accompli, au bout d'un an, on va vous passer comme salarié vrai. Bon, merci beaucoup. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui font, moi j'en connais, qui sont pendant 20 ans payés à l'heure. Ils n'ont pas les mêmes avantages sociaux. Et surtout, leur salaire minimum, le SMIC, dont vous entendez qu'il est de 4 300, il va passer petit à petit à 5 000, heureusement. Ils ne le reçoivent pas. Ils travaillent quelques heures et ils reçoivent 2000 shekels par mois. Le mari, la femme va travailler quelques heures, 1500. Ils vont avoir, c'est pour ça que tout à l'heure on vous disait que la moitié des salariés d'Israël ont moins de 5000 shekels par mois. 1000 euros. Donc voilà les choses qui se passent. Des exemples de réaction, de réactivité du public. Il n'y en a pas tellement. Pourquoi ? Parce que Israël est confronté à des challenges, à des difficultés, à des défis colossaux. Il y a l'ennemi qui est là, présent partout. Il y a l'armée qu'il faut soutenir. Et il y a la jeunesse, l'éducation, chacun. Et donc, devant tout ça, les gens disent, les problèmes sociaux, il y en a partout. Il y a eu, il y a 2 ans, des mouvements sociaux, vous connaissez, le cottage, à Tel Aviv ou ailleurs, il y a des protestations. Un exemple que je voudrais citer, qui entre dans le domaine de l'inacceptable, pour vous dire combien, et on peut en trouver d'autres.
Et moi, je parle avec la kippa sur la tête comme un grand amoureux d'Israël qui a consacré sa vie à son alia, etc. Donc, encore une fois, ma philosophie, c'est de guérir le mal, pas de l'ignorer. Les parents d'élèves, les écoles gratuites, on vous a dit, heureusement, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, Menachem Begin, l'école secondaire était payante. Menachem Begin est arrivé, et ce n'est pas un homme de gauche, c'est un homme de droite. Mais il a dit l'école secondaire payante, non, elle est gratuite maintenant. C'est comme ça que des familles nombreuses ont réussi à mettre leurs enfants, et un médecin, avocat, etc. Sinon, c'était impossible de payer les frais scolaires. Mais tout de même, il y a une perturbation, une perversité du système qui fait qu'il y a des fees, en anglais, des fees, c'est-à-dire des droits sans cesse à payer dans les écoles gratuites. C'est-à-dire que les gens vous disent, ben, vous voulez qu'il fasse ça, qu'il sorte, c'est temps. Vous voulez qu'il ait un cours de plus, c'est temps. Vous voulez qu'il ait une formation à l'ordinateur, c'est temps. C'est-à-dire il faut payer tout le temps. Et ça va des fois jusqu'à pour un enfant 8000 shekels par an. Ben, 8000 shekels par an, pour une famille pauvre, ils ne peuvent pas. Surtout s'ils ont 3-4 enfants. Donc, ces enfants, on ne les oblige pas. Ils ne sont pas renvoyés de l'école. Mais les statistiques le prouvent. Ils sont mis à l'écart. Ils sont méprisés. Et c'est inacceptable. Alors, il y a une autre donnée importante et très grave, c'est qu'on dit ces gens, ils ne travaillent pas, ils n'ont qu'à travailler. Faux. Ils travaillent. Ils travaillent même maintenant de plus en plus, le couple travaille. C'est-à-dire que le nombre de couples qui travaillent depuis quelques années à 2 et non plus un seul a été doublé en quelques années. C'est-à-dire c'est le double. Eh bien, ces gens-là, maintenant, n'arrivent pas à assurer leur mois, leur fin de mois, etc. Ils sont toujours considérés comme des familles pauvres, même en travaillant à 2. Les études concordent. Israël, le Mexique et le Chili sont en tête dans le monde des taux de pauvreté. Richard Sidbon, dont je parlais tout à l'heure, directeur au ministère des Finances, pas n'importe qui, il dit, vous savez, ici le débat, c'est le conflit israélo-palestinien. Les pauvres, problèmes sociaux, malheureusement, lui reconnaît l'importance de tout ça. Il dit, on n'en parle pas tellement. Et il dit, c'est une menace pour la société. Le nombre de pauvres augmente sans arrêt. C'est inquiétant. Le salaire mensuel moyen est peut-être, je le disais tout à l'heure, de 9000 shekels par mois, mais la moitié des salariés reçoivent moins de 5000 shekels. Donc il y a un Israël à 2 vitesses. Il y a un Israël dont nous sommes tous fiers. Technologie, la médecine, les avancées dans tous les domaines, la littérature, partout, l'armée. Il y a un Israël qui souffre, qui est laissé sur le bord de la route, qui n'y arrive pas, qui regarde, qui demande si on va l'aider, qui a la fierté parfois de même pas le demander, et certains rescapés des camps, on les a trouvés tout seuls, abandonnés chez eux, avec des problèmes de santé, et qui n'avaient même pas envie d'être aidés. Et alors, ça c'est Richard Sidbon, il vous a c'est passé dans le petit hebdo il y a 2-3 mois. Et il y a aussi d'autres libéraux purs et durs, comme, je le cite, parce qu'il s'est lui-même mis en avant dans un article dans le petit hebdo ou ailleurs, Benjamin Lashkar, qui est un fonctionnaire du gouvernement, c'est-à-dire qu'il vit grâce à un salaire du gouvernement d'Israël, donc grâce aux impôts des Israéliens. Et cet homme, certainement fort sympathique par ailleurs, que j'ai rencontré, a dit une phrase terrible, inadmissible selon moi. Il a dit, le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté, c'est ne pas s'en occuper. Alors, je vais vous dire, nous sommes en Israël, nous ne sommes pas venus en Israël pour entendre des phrases comme ça. J'espère que tous nos frères ici présents, notre président et nos frères, qui ont le mérite d'être là ce soir, même en petit nombre, mais peu importe, je l'ai dit, partagent mon opinion. Alors, il
il entre, Benjamin Lashkar, très savamment, définition des manipulations, taux de pauvreté, pauvreté relative, etc. J'ai étudié son texte, je vous en fais grâce, je ne peux pas l'accepter. Alors, il y a des dysfonctionnements. Il y a en Israël un grand paradoxe que j'appelle le paradoxe gauche-droite. Quand vous allez en Europe ou ailleurs, la gauche, c'est la gauche qui a la région politique qui a une préoccupation sociale, par définition. C'est une région politique où on se préoccupe du chômage, de la pauvreté. Ici, la gauche ne se définit pas par les problèmes sociaux. Elle est définie par le problème palestinien. Je peux être un milliardaire à Tel Aviv, en haut d'une tour avec vue sur la mer, et il y en a, mais je suis de gauche parce que moi je dis les Palestiniens, ils ont droit à ci, à ça, etc. Je respecte toutes les opinions, même si elles ne sont pas les miennes. Mais voilà comment on définit la gauche en Israël. Et la preuve, c'est que vous pouvez aller voir Meretz ou d'autres, vous ne les entendrez jamais parler des problèmes sociaux dans le Negev, ou des problèmes de Tel Aviv, Yerouham, non, ils vous parlent de il faut donner, il faut ci, les Palestiniens, les malheureux, etc. Il y a certainement une grande dose de vérité dans tout ça, mais il y a un refus d'une gauche dont c'est la définition de le monde, d'entrer dans le domaine économique et dans le domaine social. Il faudrait l'analyser plus en profondeur, les sociologues. Ce n'est pas mon métier. Et il y a une droite qui, bizarrement, se préoccupe des inégalités sociales. Menachem Begin, je disais tout à l'heure, je citais tout à l'heure, c'est lui qui a fait l'école secondaire gratuite et en permettant ainsi à des tas d'enfants pauvres, de familles pauvres, de progresser et d'arriver. Et finalement, le pays est gagnant. C'est le pays qui est gagnant. Ses enfants sont gagnants, ses familles sont gagnantes, mais le pays monte aussi. Il y a les monopoles. J'ai terminé l'énumération. Les monopoles qui font que un certain nombre de gens, de familles, contrôlent des secteurs immenses de l'économie, et on a beau dire, s'arrangent pour perpétuer un état de fait économique qui les arrange, qui leur convient. La preuve en est, et tout le monde l'a vu, que vous en avez trouvé des produits vendus, créés en Israël, vendus en Israël, qui sont vendus bien moins cher en Allemagne, ou en France, ou ailleurs, il y a des tas d'exemples, je n'y reviendrai pas, mais voilà la situation où on prend le peuple d'Israël pour une vache à lait, corvéable, à merci. Alors, la légitimité de tout cela. Nous ne sommes pas en Israël, nous pouvons être en Israël sans parler d'éthique. Il y a une légitimité financière, économique, c'est-à-dire que si on faisait promouvoir ces enfants, ces gens, on enrichirait ces gens, mais on y enrichirait aussi le peuple d'Israël. Qu'il y ait des secteurs entiers de la population laissés pour compte, malheureux, déshérités, ça n'est peut-être pas une bonne chose pour l'ensemble du pays. En tout cas, c'est mon avis. Je suis persuadé que beaucoup le pensent ici aussi. Dans la tradition d'Israël, il y a 3 entités. Il y a le roi, le Melech, le pouvoir politique. Il y a le prêtre, le Kohen, le pouvoir, la fonction religieuse officielle. Il y a le prophète, le Navi. Alors le prophète, c'est très étrange. C'est quoi ça? Ça s'est jamais vu dans aucun pays. Le prophète, c'est un homme qui entre chez le roi et lui dit « Tu as tort, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire et agir. »
On a vu en Occident l'Église, les grands de l'Église entrer parler avec le roi avec beaucoup de componction et de respect, mais on n'a jamais vu des gens se lever pour dire « Eh bien, le prophète l'a fait, l'ont fait ». Les juifs, les chrétiens, les musulmans reconnaissent tous comme saints et vrais les prophètes d'Israël, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans les évangiles, et bien sûr chez nous. Les prophètes d'Israël sont reconnus pour authentiques. Personne ne conteste leur message. On les considère comme les porteurs vrais, authentiques de la parole divine, de Dieu. Et pourtant, le prophète s'oppose au pouvoir et au nanti. Il y a Amos. Vous ne trouverez pas un seul texte chrétien qui ne parle pas du prophète Amos. Parce que le prophète Amos demande la justice et la compassion. Le prophète Michée, le prophète Isaïe, et tous parlent des pauvres, parlent de la veuve et de l'orphelin, ça a été repris dans le christianisme, etc., et parlent de l'étranger. Et je vais vous poser une question, une devinette. Quelle est, dans toute l'étendue de la Torah, de la Bible hébraïque, le sujet qui est le plus fréquemment évoqué? Je ne vous laisse pas chercher, c'est l'étranger. L'étranger et les lois relatives à l'étranger, le respect de l'étranger, la considération vers l'étranger répétée 36 fois. C'est plus que le Shabbat, plus que les 10 commandements, plus que tout. Ça n'est pas de moi, je l'ai lu. Le prophète Eliyahu Hanavi, il est repris par le Dieu d'Israël. Pourquoi? Pour un manque de compassion. Le prophète Élie, Dieu lui dit « Tu manques de compassion ». Enfin, il ne lui dit pas comme ça, mais cela revient à cela. Par exemple, le prophète Eliyahu Hanavi avait arrêté la pluie. Le pays crevait dans la sécheresse. Et plus rien à manger, 3 ans. Dieu lui-même voulait qu'il arrête, mais il avait donné les clés de la pluie. Et c'est ça mieux que moi, notre président. Et donc, Dieu a cherché un moyen d'arrêter cette sévérité du prophète. Et finalement, je vous passe les détails, la pluie tombe. Il a fallu que le prophète Élie comprenne la souffrance des autres, même ceux qui étaient coupables selon lui. Dieu lui disait, cette souffrance est inacceptable. Et puis, l'abandon de l'alliance. Bon, cela nous entraînerait trop loin de passer rapidement. Mais si les prophètes et dans le monde chrétien, on ne s'est pas privé de le dire et de le répéter, ont critiqué les prophètes, ont critiqué les péchés d'Israël. Ils sont aussi, ça on le dit moins, pleins de compassion pour le peuple juif et le peuple d'Israël. Les prophètes comprennent la souffrance d'Israël. Bien sûr qu'il y a eu des péchés en Israël, mais il y a aussi des gens merveilleux qui ont tenu contre vent et marée pendant des milliers d'années la légitimité théologique et spirituelle d'Israël. Alors maintenant, que peut-on dire de plus? Il y a dans la tradition juive et dans le Dieu d'Israël une tradition de tolérance, de mansuétude de la divinité. Quand les prophètes sont trop sévères, Dieu leur dit tu es trop sévère, la preuve en est, je ne voulais pas le dire mais je vais quand même le dire, et je suis sûr que notre président l'a pensé, c'est qu'au mont Sinaï,
quand Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, arrive au mont Sinaï et il dit à Dieu, ils sont tous abandonnés. Tous, ils sont du côté des idoles. Je suis resté seul, ton prophète, moi seul. Et Dieu lui dit, non, tu te trompes. Ils ont peut-être tout abandonné, mais pas la Brit Mila, la circoncision. Même en Samarie, là-bas, où il y a les idoles, ils continuent la circoncision. Et puisque tu as dit cela, je te condamne, ou je te promeus, vous choisirez, à être présent à chaque Brit Mila, à chaque circoncision. Vous serez prêt, tu seras présent, Élie, le prophète. Et tu verras que mon peuple ne m'a pas abandonné et ne m'abandonnera jamais mon alliance. Et c'est pour ça que vous avez la chaise d'Eliyahu Hanavi à chaque... Aujourd'hui, la conclusion, c'est que nous avons une grande responsabilité. D'abord à l'Abné-Brite, parce que l'Abné-Brite, les fils de l'alliance, de deux alliances, l'alliance d'Israël que nous avons reçue à la Brit Mila, et l'alliance de nos frères qui ont décidé qu'au sein d'Israël, il y aura un mouvement pour promouvoir des idées nouvelles. On l'a dit tout à l'heure, on l'a lu, des idées de justice sociale, des idées de lutte contre la pauvreté, d'avancement, d'une progression des connaissances, de l'instruction de nos enfants, etc. C'est une grave responsabilité. Nous ne pouvons pas nous retrancher derrière notre passé, souvent brillant, en France, en Belgique, en Europe ou ailleurs. Nous sommes là pour essayer d'avancer les choses, nous sommes là pour comprendre, nous ne sommes pas là pour mettre un bandeau devant nos yeux en disant c'est l'affaire de X, du ministre, du gouvernement. Nous sommes des citoyens. Ça n'est pas une histoire politique ici. Je ne sais pas qui sera le gouvernement. J'ai cité tout à l'heure des gouvernements dits de droite qui en fait ont appliqué une politique sociale très, très en avance, très moderne. Je ne fais pas d'un discours politique, je dis seulement que désormais, au stade où nous sommes, il y a une injustice sociale qui se développe et qui devient criante. Et je vais vous citer, alors là, nous rentrons dans le domaine pour conclure, dans le domaine de la mystique, parce que nous ne sommes pas tous là avec une kippa, parce que nous sommes des rationalistes purs et durs. Nous sommes aussi des gens qui avons le sens de l'espace mystique. Sinon, nous ne serions pas là. Nous serions restés en France ou ailleurs. Je vais citer un exemple. C'est tout simplement ce qui s'est passé récemment en France ou ailleurs. Il y a dans le schéma politique que nous avons vu en Israël, il y a eu une contestation récemment de cher mon texte, mais enfin peu importe, de la commission Elalouf dont je vous parlais tout à l'heure, avait dit, donc je vous ai cité un chiffre, 7-8 milliards de shekels, 70 milliards de shekels sur 10 ans, ça faisait 7-8 milliards par an. Alors les gens ont dit, et Lapide et d'autres, enfin, j'évite de citer des noms, parce que je ne veux pas une coloration politique à ce débat. Il n'en est nulle question, nous sommes dans le social. Les gens ont dit, mais où voulez-vous qu'on trouve cette somme? 7-8 milliards de shekels, c'est presque 2 milliards d'euros, on n'a pas d'argent. Pendant ce temps, vous savez comme moi que la Banque d'Israël engrangeait les milliards de dollars, puisque grâce au mérite de l'ancien président américain, judéo-américain, et israélien par la suite, les réserves ont doublé. Elles sont passées de 30-35 milliards à 70-80 milliards de dollars. On n'a jamais vu ça, ça a doublé en quelques années. Bon, eh bien, il y a eu la guerre de Gaza. Eh bien, la guerre de Gaza, on a dit il faut 7-8 milliards tout de suite. Et là, on les a trouvés en un mois. Et regardez la concordance, je vous ai amené le document. On a dit il faut pour résoudre les problèmes de pauvreté
Déjà, cette année, 7-8 milliards de shekels, il n'y avait pas. On a trouvé 1,7 milliard qu'on a distribué, mais c'est tout. On a dit, il n'y a pas d'argent. Mais on a tout de suite trouvé 7-8 milliards pour la guerre de Gaza. Alors, je ne veux pas y voir de message mystique. Je ne veux pas dire que le bon Dieu nous a dit, ah bon, vous ne les avez pas trouvés pour les pauvres, ben vous allez dépenser dans la guerre. Les prophètes d'Israël auraient pu dire quelque chose comme ça. Moi, je ne me permettrai pas. Mais je pense quand même qu'avec nos traditions et tout ce que nous avons merveilleusement réussi en Israël, je pense quand même que nous pouvons désormais demander au gouvernement, quel qu'il soit, de se pencher sur la pauvreté en Israël. Je vous remercie. Yishkoach Gadol. Merci pour ton analyse et pour nous enrichir, bien évidemment, sur le paysage d'Israël. Bien évidemment, nombreux d'entre nous ne sont pas forcément, d'abord, n'étaient pas éclairés de la même façon, ou peut-être autrement éclairés. Il y a sans doute des questions qui se posent. Alors, je donne la parole à Yves, s'il te plaît. Merci pour cet exposé que j'ai trouvé très intéressant. En ce qui concerne le problème de la pauvreté, je crois qu'en Israël, il est un petit peu biaisé par rapport aux pays que tu as cités et qui sont vraiment des pays du tiers-monde. Quand en Israël, quelqu'un reçoit 5 000 shekels par mois et qu'évidemment il ne peut pas arriver à vivre avec 5 000 shekels par mois, on pourrait penser que le gouvernement israélien lui accorderait une subvention ou un don ou je ne sais quoi. Mais le gouvernement israélien, lui, il ne veut pas s'occuper de ça parce qu'il sait qu'il y a une association en Israël qui, elle, s'occupe de ce problème. Je fais partie de l'une d'elles. On va porter des colis chaque semaine ou chaque quinzaine chez des gens qui ont des besoins. Donc, ce n'est pas de l'argent, mais c'est des produits alimentaires, c'est des produits de premiers soins, c'est un appareil de chauffage quand ils sont en panne de chauffage ou des choses de ce genre-là. Donc, je ne pense pas qu'il faut se limiter sur ces 5 000 shekels qui ne permettent pas à une personne de vivre. Il y a quand même des moyens ici pour arriver à arrondir les fins de mois. La deuxième chose, c'est aussi en ce qui concerne les enfants. Il y a, tu as cité 1 million d'enfants aussi qui sont dans la pauvreté. Or, il y a une organisation comme CEDEC dont je me suis occupé pas mal de temps et Jackie Amar peut en parler mieux que moi, qui donne chaque jour un repas à des enfants qui, chez eux, peut-être n'auraient pas le repas de midi et qui n'auraient même pas un repas chaud dans la journée. Donc ces enfants sont peut-être catalogués comme des enfants qui sont dans la partie vraiment basse de l'économie israélienne, mais qui, en fin de compte, arrivent à s'en sortir, ils mangent, ils ont le minimum vital. Donc, il faut ces chiffres-là, il faut peut-être un petit peu les édulcorer. Merci, mon cher ami, cher frère. J'ai déjà entendu ce raisonnement. Bon, au fond, tu veux dire que les organisations caritatives, charitables en Israël, et Dieu sait s'il y en a et si elles sont efficaces et si les gens se dévouent magnifiquement. Et c'est une réponse, on peut le dire aussi d'une autre manière, c'est une réponse du peuple d'Israël devant la souffrance d'une partie de la population d'Israël. Les gens se disent, ça va pas, j'y vais, je fais. Bon, mais nous parlons du gouvernement, de la Knesset, des décisionnaires qui reçoivent les impôts, qui ont des milliards. Ce sont de leurs responsabilités. Nous parlons bien sûr que les organisations... Bien, alors, il y a un ami qui m'a tenu un discours récent, un ami, je ne connaissais pas. Nous sommes rencontrés à un repas, bon, et quelqu'un m'a dit, Claude, je te donne la parole. J'étais surpris, parce que je ne m'attendais pas du tout. Et je me suis dit, mais de quoi vais-je leur parler? Et comme j'ai toujours, malgré mon rationalisme, ma rationalité, un petit coup de folie mystique dans la tête,
je me suis dit, bah, si on me donne la parole, c'est pour dire quelque chose, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard. Et je me suis dit, je vais leur parler de la justice sociale. Et voilà qu'un monsieur se lève en me disant, il n'y a pas d'injustice sociale. Parce qu'on leur amène des repas, les organisations leur amènent des repas, donc ils mangent. Donc tout va bien. Et permettez-moi, chers frères, de dire, bien sûr que tu as raison, bien sûr que des gens comme toi, comme le grand rabbin ou d'autres, et je ne sais combien ici, il suffit de se tourner pour voir des gens qui s'occupent d'autres. Bien sûr, vous avez raison, mais ça n'est pas une réponse de l'État. Nous parlons de l'État. Alors bien sûr, si le pauvre dépend de son voisin, de la bonté, de la compassion, d'un ami, c'est une réponse, mais selon moi insuffisante, parce qu'il y a une responsabilité de l'État qui reçoit l'argent pour faire. Et il ne s'agit pas seulement de faire des autoroutes, il ne s'agit pas seulement de... Et je n'ai pas cité encore un autre problème, parce qu'on ne peut pas, il me faudrait des heures. L'histoire du high-tech, d'accord, c'est merveilleux. Vous voulez que je vous donne une dernière statistique mondiale sur le high-tech israélien? Ils réussissent magnifiquement, mais ils font une erreur terrible. Ils vendent trop tôt leurs entreprises. Dès qu'on leur propose 200, 300 millions de dollars, et hop, alors ils sont 4 ou 5 ou 6, ils ont commencé il y a 4-5 ans, c'est merveilleux, 200 millions de dollars, ils vendent. Mais ils ne se rendent pas compte que très vite, les statistiques sont formelles. On délocalise d'Israël, je vous cite les dernières statistiques, on prend la matière grise, comment vous appelez ça, les patentes, les droits inscrits, etc. On les emmène en Amérique ou ailleurs ou en Allemagne, et puis les gens, on les licencie, et quelques-uns, on arrive à les persuader de partir. C'est un échec. Bien sûr que Baruch Hashem, grâce à Dieu, à chaque fois il y a de nouvelles entreprises, il y a de nouvelles idées, il y a un foisonnement inouï en Israël, et donc on a confiance. Mais il faut de l'investissement quand même. Comment? Il faut de l'investissement. Il faut de l'investissement. Bon, donc on est ouvert. C'est On la est mondialisation. C'est logique. Comment? C'est logique. La phrase plus développée. Si tu veux développer une high-tech, il faut un investissement. Bon, donc il faut s'ouvrir. Donc il faut à ce moment-là, c'est vrai dans le monde entier, on est obligé de partager la connaissance et la technologie. Entièrement d'accord. Ah ben voilà. Donc Mais, on ne peut pas vivre en vase clos. Chère Hein. Suzy, entièrement d'accord. Mais là, on ne parle pas, bien sûr, quand il y a des sociétés étrangères qui viennent et investissent en Israël et partagent la connaissance, oui, tu as raison. Mais quand il s'agit d'acheter des brevets israéliens, de licencier les 40 ou 50 employés d'usine et la transformer en Californie, je ne pense pas que ce soit un avantage. Il y a beaucoup de cas comme ça. Mais enfin, ce n'était pas le débat de ce soir. Et donc, je répondrai simplement à le premier intervenant que les réponses individuelles, collectives, sociétales ou communautaires sont merveilleuses en Israël, mais que le gouvernement doit prendre la mesure du problème, doit s'atteler et il doit créer un organisme central de réponse à ce défi considérable pour le futur d'Israël. Je vais donner la parole. Effectivement, il y a peut-être du fait que nous sommes, je crois, les champions en ce qui concerne l'aide à son prochain. La Torah nous l'a enseigné, et tu as parlé de spirituel. Nous avons depuis notre tendre enfance appris à aider son prochain, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde. Et ici, nous l'avons appris. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'il y a ce système qui est formidable en Israël que souvent l'État, et ça je dois le dire, quel que soit le gouvernement, quel que soit souvent on se repose sur cela en disant, bon, dans les hôpitaux, il y a énormément de gens volontaires et qui viennent et qui font cela de façon bénévole, parce qu'on ne peut pas les payer, parce qu'on ne peut pas payer autant de personnes. Donc effectivement, c'est une irresponsabilité vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des hôpitaux. Il y a également pour justement ce problème social où effectivement ce n'est pas parce qu'on donne à manger
à des personnes, c'est mon opinion personnelle, et ça n'engage que moi. C'est pas parce que de nombreuses associations sont là pour aider les gens nécessiteux que l'État doit se retirer. Et ça, effectivement, peut-être qu'ils n'en ont pas, pour l'instant, n'ont pas pu le faire du fait de l'ALIA, des gens qui sont venus de partout, de les intégrer tant bien que mal. C'est vrai que c'est aussi très difficile, il faudrait en parler aussi, mais c'est l'objet d'un autre débat, bien évidemment. Oui, Robert. Dans la joute politique actuelle, on discute de beaucoup de choses, mais on discute quand même très peu des problèmes sociaux. Alors, les 10 ans dont vous nous avez parlé pour résoudre le problème social en Israël, l'échéance me paraît très très lointaine. Oui. Alors oui, là, vous êtes, cher frère Lévy, vous êtes en train de dire les choses crûment, et c'est la vérité. L'échéance paraît lointaine, à moins du miracle israélien. Nous avons réussi à faire l'aviation la deuxième meilleure du monde, une des meilleures armées du monde, un pays que je rappelle est grand comme la Lorraine. Un jour, je me suis amusé à mesurer les provinces françaises et comparer avec Israël. Et je me suis aperçu que nous sommes grands comme une des plus petites provinces françaises, en comptant le Negev, 20 000 km², 21 000, la Lorraine. Bon. Alors, bien sûr, l'échéance est lointaine, mais ça n'est pas une raison pour baisser les bras. Ça n'est pas une raison pour faire reculer encore l'échéance en disant laissons ça à nos enfants, à nos petits-enfants. On a construit Israël, on a construit un pays merveilleux dont nous sommes très fiers. Il y a un problème, il faut le résoudre. Il faut commencer à le résoudre. Et nous verrons bien, parce que nous croyons au miracle. Je crois que tu as eu le mérite d'en parler. Je crois que c'est, en tant que frères et sœurs, nous ne pouvons qu'apprécier, sans rentrer dans le domaine politique, mais dire qu'effectivement, il faut en prendre conscience, et c'est une bonne chose qu'on prenne conscience. Werner. Je me permettrai d'abord de rappeler qu'il y a trois sortes. Il y a trois sortes de mensonges. Le mensonge tout court, le fiefé mensonge et les statistiques. Les statistiques. Trois sortes de mensonges. Lorsqu'on compare la situation d'Israël avec celle des autres pays de l'OCDE, on oublie des facteurs qui nous sont totalement personnels. Nous avons ici, dans ce pays, des problèmes d'une population non juive dont les revenus est de loin inférieur à la moyenne des revenus de la population juive. À l'intérieur même de la population juive, il y a une tranche de population qui considère que l'étude prime par rapport aux revenus et qui se trouve être dans un cas particulier. Donc la comparaison avec les autres pays de l'OCDE me paraît insuffisante pour comprendre ce qui se passe. Ceci ne signifie pas qu'il faut relâcher l'effort, bien au contraire, mais uniquement faire porter la responsabilité sur le gouvernement sans autre est insuffisant. Et l'effort que font les associations caritatives, on a parlé de Tzedek, même notre petite loge ici du Bnei Brit, je sais qu'on n'a pas beaucoup le droit d'en parler, mais qui fait un travail merveilleux, apporte de l'aide non négligeable. Enfin, n'oublions pas également que devant le défi auquel nous sommes confrontés, il y a l'afflux d'immigrés illégaux et qu'on est bien obligé de nourrir et de recevoir. Or, la politique gouvernementale se trouve confrontée à un défi pénible, en ce sens que lorsque on veut freiner l'immigration, il y a tout de suite un certain nombre de voix qui s'élèvent en disant ces pauvres gens, il faut quand même les aider. Alors ça, c'est quand même pas si évident que ça.
Donc je crois que je vais arrêter là mon intervention, mais bien réfléchir à voir le problème tout à fait dans son ensemble. Pas seulement dans son ensemble, mais dans son détail. Merci Werner. Donc effectivement, tu as bien fait de t'exprimer et de donner ton avis. Et c'est vrai, tu as un avis qui est tout à fait solide. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette soirée. En tout cas, je voudrais d'abord, j'ai oublié de le faire, remercier notre frère Pierre Quin, qui c'est lui qui a eu l'initiative du sujet dans le cadre de la commission culturelle. Et donc, c'est lui qui a suggéré de donner ce sujet. Et donc, c'est comme ça que nous avons eu la chance de t'avoir ce soir.